Donc, écoutez, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir sur ce séminaire sur le métier d'accompagnant éducatif et social dans le cadre des journées indispensables organisées par OETH. Nous avons aujourd'hui avec nous deux témoins qui vont vous aider, je crois, à faire votre choix si jamais vous envisagez cette profession d'AES, vous expliquer un petit peu les arcanes de leur métier, leur parcours aussi, qui n'est pas du tout linéaire, et voilà, qui vient au terme de pérégrination dans différents secteurs de l'activité économique et bien sûr, des fois, des vicissitudes, des aléas de la vie, voilà, que nos deux témoins auront réussi à surmonter avec brio. En quelques mots, les journées indispensables, qu'est-ce que c'est? C'est près d'une quinzaine de webinaires et plus d'une vingtaine d'événements en région sur le terrain qui ont différents objectifs. Accompagner les employeurs à recruter sereinement des professionnels en situation de handicap, d'une part, également d'attirer et d'orienter des personnes vers les métiers de l'intervention sociale et du soin, et enfin de renforcer aussi la coopération avec les prescripteurs et les accompagnateurs de l'emploi. Au final, de créer un écosystème vertueux qui aurait un impact positif sur l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur social et médico-social, qui est très demandeur de compétences et de personnel. Donc, c'est vraiment l'occasion de se positionner, si vous trouvez une appétence au travers notamment de ces webinaires, aux réalités de ces métiers. On ne peut que vous y encourager, et c'est ce que feront, je pense, également aussi nos deux témoins. En deux mots, l'association OETH, qui est organisatrice de ces journées indispensables, c'est une association qui porte l'accord handicap du secteur sanitaire et social associatif depuis 30 ans et qui, à ce titre, développe une offre de services diversifiés visant à accompagner les entreprises du secteur à répondre à un objectif ambitieux d'emploi des travailleurs handicapés. Je vais vous préciser juste avant de démarrer et de présenter plus avant nos invités, juste deux, trois petits points techniques. L'intégralité de ce webinaire, comme tous les autres de ces 3 jours, sera disponible en replay et en podcast sur le site internet d'OETH. Donc voilà, tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre en direct pourront se replonger à loisir dans ces contenus à leur rythme. Vous avez la possibilité de poser vos questions en direct via la boîte QR qui se trouve au bas de votre écran. Et également, si vous le souhaitez, vous pouvez activer les sous-titres en cliquant sur l'icône également au bas de votre écran, l'icône sous-titres. Je ne me suis pas présentée, je suis Catherine Pirorouet, journaliste spécialisée dans le secteur social et médico-social. Et nous avons également avec nous Clémence Delangnol, que vous ne voyez pas, qui fait office de modératrice, qui est également journaliste spécialisée en social et médico-social et qui essaiera de vous répondre, qui va prendre vos questions en direct et qui essaiera qui nous les transmettra si besoin, qui répondra. Si jamais il y a certaines questions qui, pour un aspect un peu trop personnel ou par manque de temps ou par manque d'informations auxquelles nous n'avons pas pu répondre en direct, nous vous mettrons une FAQ, une foire aux questions à disposition avec le replay qu'on vous adressera par mail. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Aucune question n'est naïve ou inappropriée. Je vais donc vous présenter les invités, les témoins qui sont avec nous aujourd'hui. Nous avons donc Sandrine Schouteten, d'une part, qui est employée en foyer de vie à l'ASRL, Association d'action médico-sociale, qui s'appelle l'Arbre de Guise à Seclin, dans le Nord. Et voilà, il nous expliquera ça plus en détail, mais une association qui accompagne des personnes vulnérables, enfants et adultes, à handicap mental notamment,
voilà, au travers de foyers de vie, donc des AT, de maisons d'enfants à caractère social. Euh, et donc, ça, je crois que c'est depuis donc, le 13 septembre 2021 exactement. Et que vous me disiez, Sandrine, que vous aviez également débuté en mai dernier à l'accueil de jour en parallèle, voilà, pour certains, pour un temps plus partiel. Le tout, je crois, à l'heure actuelle, en CDD successifs pour le moment. Donc, C'est des remplacements. voilà, en Des CDD de remplacements. remplacement. Ouais. Tout à fait. Et Emmanuel Guinet également, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Donc également AES à l'EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à la Madeleine, à Bergerac. Donc depuis septembre 2021, je crois que c'est un établissement de taille moyenne, 240 résidents. Voilà, donc deux réalités professionnelles, deux contextes très, très différents. Emmanuel Guinet, vous êtes, je crois, vous en CDI. Hein. Euh, donc voilà, donc deux statuts aussi un petit peu différents qu'on pourra préciser. Mais justement, Emmanuel, peut-être qu'on peut commencer par vous parce que vous étiez anciennement cuisinier dans ce même EHPAD dans lequel vous êtes actuellement à AES. Donc un parcours qui n'est pas banal. Hein. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, voilà, au fil de quelle pérégrination vous êtes devenu AES? Donc, je suis arrivé à l'EHPAD en 2002, début 2002, en tant que cuisinier. En 2009, j'ai eu un accident de moto. Donc, j'ai perdu la mobilité complète de mon bras gauche. Et je suis revenu en tant que cuisinier, donc, D'accord. accompagné par l'OETH pour l'aménagement de poste et tout ce qui en découle. Et puis, en fait, au fil des années, je voyais l'usure s'installer quand même. Les fins de semaine étaient de plus en plus difficiles. Ouais. Donc, j'ai demandé à mon directeur une formation de l'AES. Mais dans ma tête, c'était plus un plan B. C'était quelque chose que je mettrais de côté pour le jour où je ne pourrais plus faire la cuisine. Et en fait, au fur et à mesure de ma formation, j'ai pris goût au métier d'AES. Oui. Voilà. Je suis retourné voir mon directeur pour lui demander s'il y avait moyen d'avoir un poste en tant qu'AES sur l'établissement. Je crois que vous avez été encouragé aussi par vos formateurs, par toute l'équipe, à aller plus loin justement que ce plan A au départ que vous comptiez prendre. Ça a vraiment été important dans le fait, voilà, peut-être aussi les stages. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à sauter le pas et à aller jusqu'à cette formation d'AES? Mais après, je suis arrivé en tant que cuisinier en EHPAD. C'était vraiment, voilà, c'était choisi. Je voulais travailler en EHPAD auprès des personnes âgées. Donc, la cuisine, les personnes âgées, c'était lié. Et c'est pour ça qu'AES, c'était pour pas me, enfin voilà, pour garder le lien avec la personne âgée. Et puis au fur et à mesure de la formation, voilà, on apprend des choses, on découvre des choses. Et puis ça a fait le déclic, quoi. Ça a fait le déclic que je pouvais garder toujours ce lien, même le renforcer. Bien sûr. Et Et voilà. ce déclic particulièrement, il a été sur certains aspects, certains gestes. Oui, les accompagnements, j'ai fait des stages Oui, dans la personne âgée. Donc là, c'était vraiment de la toilette thérapeutique, c'était de l'accompagnement. Et, euh, et voilà, et au fur et à mesure, on prend du plaisir. Enfin, on découvre une autre facette du métier. parce Et qu'au départ, vous voyez comment ce métier et quelle réalité vous avez pu découvrir au fil de cette formation que vous soupçonniez pas du tout, finalement, et qui vous a dit, tiens, oui, ça va être pour moi, je peux le faire et j'ai envie de le faire. après, c'était quand même réfléchi Oui, parce que enfin, comment dire, ça va être redondant, mais cuisiner en EHPAD, c'est pas juste faire à manger et nourrir. C'est vraiment faire plaisir à la personne. bien sûr.
voilà, nous, on distribue les repas, on passe dans les services pour distribuer les repas. Et bien, c'est discuter avec les personnes âgées. Voilà, moi, j'ai toujours été intéressé par l'histoire de vie de la personne. Et voilà, c'est ce que j'ai retrouvé à travers ce métier d'AES, quoi. L'histoire de vie de la personne, enfin, pour moi, c'est quelque chose de très, très intéressant. La personne m'apporte beaucoup. La personne âgée m'apporte beaucoup. Et voilà, ok, je lui apporte, mais elle m'apporte énormément aussi. Donc, Tout à fait. voilà. Sandrine, quelques mots également sur votre parcours qui, je crois, a été aussi assez long avant d'arriver finalement à ce que vous faites aujourd'hui. Oui, donc j'ai d'abord été 25 ans dans la grande distribution. Suite malheureusement un poignet, disons, un peu démoli, quoi, et le dos cassé, une hernie discale. C'était dû à votre travail C'était dû à mon travail, voilà. dur. Et j'ai fait un petit peu de, comment on appelle ça, de secrétariat, un petit peu après de tout ce qui était administratif, quoi. Et ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé une préparation dans le métier du social, prépa Oasis, que Par j'ai. Pôle emploi, je crois. Disons que c'est sur Pôle emploi. J'ai pas eu, donc, c'est pas Pôle emploi qui me l'a trouvé, quoi. C'était sur, voilà, en En cherchant du regardant, voilà, travail. sur tout ce qui était sur le Pôle emploi, ce qui existait comme formation. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, parce que comme j'adore le contact avec les personnes, c'est la solution rêvée pour continuer, entre guillemets, ce que je faisais avant, c'est-à-dire être avec eux et partager aussi des moments, quoi. Voilà, donc, Tout à fait. j'ai donc ma formatrice qui m'a dit, bah, moi, je pense que tu devrais faire AES, spécialité 3. Donc, c'est inclus. Spécialité 3, si on peut justement préciser un peu, Oui, je crois qu'il y a 3 justement. spécialités sur le métier. Oui, donc il y a donc spécialité 1, c'est donc le domicile, spécialité 2, c'est la structure, et spécialité 3, c'est inclusion à la vie ordinaire. Oui. Je peux par exemple aller en structure, je peux aller aussi dans les classes Ulysse, et je peux aller sur des pôles culture loisirs. Pendant ma formation, d'ailleurs, je suis allée sur un pôle culture loisirs où j'allais chercher les personnes chez eux en camionnette. On faisait des repas et après, on partageait un bon moment, soit à l'extérieur, soit avec des loisirs créatifs. J'ai aussi vu sur un IEM Jules Ferry, là c'était sur les enfants, donc les classes. Mais bon, j'ai trouvé que c'était un peu plus dur, quoi. Je préfère quand même être avec des personnes qui sont, on va dire, un peu plus âgées, quoi. Et le fait d'être en culture loisir, c'est parce que vous avez une appétence personnelle pour tout ce qui est loisir, notamment loisir créatif, je Oui, crois. j'adore ça. C'est vraiment ce que, on va dire, j'adore faire avec eux, quoi. Aussi les sortir, soit par exemple au Colisée Lambersart avec des expositions gratuites. Parce que c'est vrai que bon, c'est pas évident pour, on va dire, une personne qui est handicapée. Les financements sont pas, on va dire, géniaux. Donc, ça permet aussi de sortir gratuitement et puis de les voir s'extasier devant des peintures, devant bref, des objets. Enfin, c'est vraiment, ça les sort de leur contexte, quoi. Ça les sort de leur contexte. Tout à fait. C'est ce qui vous fait un point commun à tous les deux, je crois, ce côté un peu créatif que vous avez. Puisque, Emmanuel, si vous voulez nous raconter un petit peu, ce que vous faites à l'EHPAD, c'est vraiment essentiellement de l'animation, je crois. C'est ça, mais en fait, on a une chaîne télévisée interne dont je suis, enfin, c'est moi qui m'en occupe. Donc là, c'est vraiment pour informer. Et après, je propose des activités. J'anime les réunions AMP. Donc, je chapeaute un petit peu l'animation. Voilà, euh, comment expliquer, Ce que vous m'expliquez, c'est que c'était super intéressant, c'est qu'il y a donc cette chaîne interne qui existe dans l'EHPAD. Vous l'animiez en faisant des reportages finalement sur les histoires de vie des résidents.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu justement comment ça se passe et s'il y a une histoire de vie un peu voilà, sympa, comment vous abordez la question avec les personnes, parce que ce n'est pas toujours évident de venir taper à leur porte pour dire est-ce que vous voulez témoigner sur… vous me parliez par exemple sur une thématique, la thématique des vendanges, que vous aviez trouvé des personnes. Donc, c'est là c'est intéressant de connaître l'histoire de vie des personnes parce que je vais choisir une thématique. Donc, je vais partir sur les vendanges, pardon. Donc, je vais recenser un petit peu les personnes qui ont soit travaillé la vigne, soit ont été viticulteurs. Voilà. Et après, je vais les solliciter pour savoir s'ils veulent témoigner et ce qui donnera lieu à un reportage. Donc, ça va être des questions-réponses. Et tout mis bout à bout, ça fait des beaux reportages que je peux partager avec les autres résidents. Donc là, ça permet, ça permet de faire découvrir ce qu'ils ont fait, leur histoire de vie. Ça permet à d'autres résidents de mieux les connaître. Ça permet un partage, un échange. Et c'est très intéressant. J'ai jamais eu de refus jusqu'à présent. Voilà, après, il faut savoir apporter, amener la chose. Mais c'est quelque chose que j'arrive à relativement bien faire. Voilà, je m'intéresse à toutes les personnes. Tout le monde me connaît. Voilà, la chaîne interne, elle est très connue maintenant. Donc non, je rencontre pas de problème particulier face à ça. Mais voilà, c'est intéressant. Tout tourne autour de l'histoire de vie de la personne, de toute façon, pour moi. Voilà, faut vraiment connaître la personne Ça fait vraiment partie c'est pas seulement un métier d'animation lambda, parce qu'effectivement, ça contribue d'une part à mobiliser de la mémoire, des activités cognitives, ça les valorise, ça crée du lien social, c'est à part entière. C'est le but, de toute façon, c'est le but de ces reportages. Voilà, partager, voilà, faire marcher la mémoire. Oui, c'est tout à fait le but de ces reportages, comme vous le disiez. Et de votre côté, Sandrine, vous me disiez que, notamment à l'occasion d'une festivité, vous aviez préparé, par exemple, des petits animaux que les personnes devaient ensuite peindre. Vous avez quelques exemples comme ça d'activités, de loisirs ou de sorties que vous animez? Et là, il y a eu les 10 ans, donc justement, de l'Art de Guise à Seclin. Oui. Et donc, on a construit avec les résidents des animaux en papier, en carton. On les a peints et on les a installés à l'extérieur quand il y a eu justement cette fête. Et ça permettait aussi, ils étaient heureux, ils voyaient ce qu'ils avaient fait, ça sortait de l'ordinaire. Après, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai aussi du crochet aussi. Je fais du crochet avec, on va dire, quelques personnes qui se souviennent un petit peu de ce qu'ils ont appris quand elles étaient jeunes, quoi. Crochet, tricot, canevas. Et elles adorent ça, quoi. C'est vrai que, comme disait Emmanuel, c'est aussi de faire correspondre le loisir en fonction de ce qu'ils aiment aussi, quoi. C'est-à-dire que proposer à quelqu'un qui est sportif, tiens, on va aller se balader. Quelqu'un qui est plus, on va dire, manuel, lui proposer soit des loisirs créatifs ou même de la cuisine, parce que la cuisine aussi, c'est quelque chose qu'ils adorent. Et vous, justement, au niveau des publics, vous me disiez, c'est des personnes qui ne sont pas forcément de l'âge des personnes en EHPAD, mais qui sont… disons qu'il y a vraiment entre 27 et 67 ans. C'est vraiment… Oui, voilà, donc l'âge des personnes… C'est très large. Hein. Oui, si. Ouais. Et justement, vous avez, je crois, vous, des journées relativement cadrées, finalement, avec un certain déroulé, d'une part en foyer de vie, et donc récemment, depuis à l'accueil de jour. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe, quelles sont vos activités au quotidien? Disons, quand je suis en foyer de vie, par exemple, donc c'est de 7h à 14h. Et là, on les accompagne dans la toilette. Dans la toilette, par contre, c'est vraiment la guidance. C'est-à-dire qu'on les guide, mais on ne les lave pas vraiment, quoi. On voit si vraiment ils ont bien fait les choses, quoi. C'est simplement ça. Après, il y a, on va dire, le petit déjeuner. On a après un temps justement de loisirs créatifs avec eux. Et après, il y a le dîner. Après, on a les transmissions qu'on se fait mutuellement. Il y a vraiment,
on est vraiment on a une bonne équipe, quoi. On échange bien, on est vraiment sur nos côtés, on va dire, soit médical, parce que bon, il y a aussi quelques AS qui sont avec nous, et aussi côté AES, où là, on fait vraiment des activités ensemble, quoi. Après, donc, il y a aussi de 14 à 21, comme ce que je vais faire aujourd'hui. Oui. Là, on est plus sur des sorties extérieures, genre des bowling, on va dire, on va sur des expositions, on va aussi les promener en forêt, sur des gyms douces, sur du yoga, par exemple, hein, et puis aussi des loisirs créatifs aussi. Et donc après, ben, il y a le repas du soir, il y a aussi on va dire l'accompagnement et le coucher, quoi. Tout à fait. Donc, c'est des horaires assez cadrés, des roulements, des fois le matin, des fois plutôt C'est en ça, oui. après-midi, Et le soirée, week-end également. Et le week-end, et on les travaille week-ends également. également. Oui, oui, oui. Ça, c'est sur un planning qui est établi longtemps à l'avance. Il n'y a pas de surprise, je suppose. Ou est-ce que Disons vous que vous dites comme au je dernier suis moment? remplaçante, Oui, c'est un petit peu plus, oui, quelquefois c'est un petit peu la surprise où on me téléphone et on dit, bah, est-ce que tu veux pas remplacer une personne, quoi. Donc c'est vrai que c'est un ça, petit c'est peu… particulier. Vous êtes remplaçante, donc effectivement, vous êtes un petit peu Voilà, on est un peu tributaire en pompier, quelque part, en fonction des Ouais, absences, disponibilités c'est des uns et ça. des autres. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus contraignant que si vous étiez en poste, par exemple, en CDI, ça changerait Ben, ça, quelque chose? oui, c'est quand même mieux. On a vraiment, comment dire, par exemple, vers le 21, on a vraiment l'occasion d'avoir on va dire, un planning entier, quoi. Que nous, on a un petit planning, mais qui peut soit s'étoffer ou voilà, quoi. C'est en fonction des personnes, soit absentes, soit des réunions aussi, parce que quelquefois, il y a des réunions qui Oui, se il y a le côté réunion également qui se greffe permettent aussi. Donc, là-dessus. voilà, ouais. Ouais. Tout à fait. Et vous, Emmanuel, je crois que vous aviez dit que vos journées, finalement, étaient un peu plus souples, hein. Vous avez des missions à réaliser, vous avez un planning qui est établi, je pense, avec l'équipe. Et après, vous gérez ça un petit peu plus comme vous le souhaitez, en fonction de… C'est ça, moi, j'ai pas de journée type. C'est vraiment, voilà, j'ai des tâches à accomplir. Après, c'est la gestion des réunions AMP, AES. Comme j'expliquais, c'est vraiment, je travaille avec l'ensemble des AES ou AMP de l'établissement pour, euh, pour l'animation, pour que l'animation se passe au mieux. AMP, je précise, aide médico-psychologique, hein, puisque l'AES remplace à la fois le double diplôme, enfin, le double profil AMP et AVS, auxiliaire de vie sociale, depuis quelques années, hein. C'est ça, C'est un peu des équivalents. Donc, il y a encore des personnes qui ont le titre d'AVS ou d'AMP au sein des structures. tout à fait. Et justement, il y a une question qui nous est parvenue. Tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez animateur de vie sociale. Enfin, c'est l'intitulé de votre fiche de poste. Ouais. Quelle est la différence un petit peu avec la fonction d'AES? Est-ce que c'est similaire ou est-ce que voilà, c'est un petit peu différent? Parce que Donc, vous avez une fonction d'animateur, mais vous avez un titre d'AES, bien sûr. voilà, comme j'expliquais, enfin, moi, je gérais tout ce qui est la vie sociale de résidents. Donc, ça peut être les visios avec les familles. C'est moi qui vais faire appel aux intervenants extérieurs pour l'animation. En fait, je vais gérer tout l'animation au sens large. Tout à fait. Voilà. Et, je fais des animations, je propose des animations. Quel type d'animation, notamment, mis à part en effet ces fameux reportages vidéo? Voilà. Ben, ça peut aller. Là, on est parti sur 3 semaines de. On s'est fixé un objectif. Pendant 3 semaines, on va faire du vélo connecté et Ok. on va essayer de faire l'équivalent Bergerac-Paris en pédalant. Donc, chacun à son rythme. Oui, c'est ambitieux, c'est vrai que C'est 546 km à faire en 3 semaines. tout le monde se relaye en fait. C'est bien sûr. Voilà, ouvert à tous les résidents. Et voilà, donc à côté de ça, ben, il y a des résidents qui vont pas pédaler, mais qui vont participer à des ateliers. On va faire des quiz autour du vélo. On va proposer de l'animation autour du vélo. Donc ça peut être de la décoration, plein de choses. Donc là, je suis
pleinement impliqué dans ce projet parce que c'est moi qui l'ai proposé, c'est moi qui l'ai apporté et c'est moi qui vais le porter. Oui, un projet de cette envergure, ça implique quoi? C'est une préparation de plusieurs semaines en amont, c'est des réunions d'équipe, c'est… C'est des réunions, trouver une équipe pour m'aider et puis m'accompagner dans le projet. Oui, voilà, c'est vraiment beaucoup de travail en amont pour que le projet se passe au mieux pendant les 3 semaines. C'est pas juste pédaler, quoi. C'est vraiment, voilà, faut que ce soit festif, faut qu'il y ait quelque chose, une animation. On va dire que l'animation centrale, ça va être le vélo, mais à côté, ben, Bien sûr. faut pouvoir accompagner les personnes qui ne vont pas pédaler non plus, quoi. Donc, Vous êtes combien pour faire tout ça? Vous n'êtes pas tout seul quand même. Voilà, non, l'équipe d'animation, la gestion de tout ça. on est principalement deux. Donc, moi, je me suis fait aider d'une ergothérapeute, pardon, pour porter le projet. Mais après, chaque AMP, chaque AES, pardon, du service est là pour accompagner les résidents, que ce soit pour le vélo, les quiz, de l'établissement, qui est impliquée à 100% aussi dans le projet, quoi. Tout à Voilà. fait. Il y a une question, après je vais repasser bien sûr la parole à Sandrine, qui vous touche, qui vous concerne. Est-ce que les autres AES de l'EHPAD font les mêmes les tâches que vous? Est-ce que votre poste a été particulièrement défini en fonction de votre profil, de votre handicap? Alors, oui, non. Moi, les AES dans les services vont avoir une partie soins et une partie animation. Moi, je suis vraiment sur la partie animation. C'est ce qui a été établi avec mon directeur pour que je puisse continuer, justement. Est-ce qu'il y a des tâches que vous ne pouvez pas faire, notamment dans les soins, que d'autres pourraient faire avec d'autres AES sont censés faire? Après lors de ma formation, j'ai été dans les services. J'ai fait un travail d'AES comme dans les services. Donc, comme je vous disais, avec l'aide à la toilette, avec, mais là, ça veut dire, Vous avez tout testé? voilà, j'ai tout testé, mais là, ça veut dire retravailler autour de moi, enfin, autour de mon handicap, on va dire, et c'était pas vraiment ce sur quoi j'étais parti, moi. Donc, avec mon directeur, on s'est mis d'accord que, que tout ce qui était toilette, je ne le ferais pas compte tenu de mon handicap. Après, bien que je m'en sente capable, mais j'ai trouvé mon compte en fait en faisant, on va dire, animateur de vie sociale Tout à fait. qui vais porter l'animation au sein de l'établissement. Bien sûr. Voilà. Sandrine, de votre côté, voilà, est-ce que votre poste a été aménagé? Est-ce qu'il y a des gestes qui vous sont plus difficiles et comment c'est géré avec votre employeur? Comme là, je suis en remplacement, et bon, j'ai senti que c'est vrai que, point de vue de mes collègues, quand on parlait justement de handicap, on va dire moteur, pas mental, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai préféré simplement dire à mon chef de service que j'avais des problèmes de dos et que je ne pouvais pas aller sur tout ce qui était polyhandicap. Donc, Au comme départ, il y quand a, vous n'avez voilà, pas quand je suis parlé de arrivée, tubulaire, voilà, c'est ça, TPH. pour leur dire quand même que je ne pouvais pas faire certaines choses. Et donc, il y a 3 maisons. Donc, la maison avec justement le handicap, je n'officie pas dedans. Simplement, quand il y a les loisirs créatifs, c'est tout. Le polyhandicap, c'est trop compliqué. Il C'est y a trop des compliqué. charges, Les fauteuils les et oui. fauteuils, Ouais, transferts. ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Comme ça, effectivement. Donc, vous officiez sur, en effet, la maison, les 2 maisons, il y a un et deux, je crois, Il de y a 2 mémoire. maisons, Voilà. donc j'officie sur ces 2-là. Et puis, j'y ai, il n'y a pas longtemps, donc, fait l'accueil de jour. Voilà. Et l'accueil du jour, donc Donc, c'est plus, on va dire, bah là, c'est vraiment ils sont jeunes, ils n'ont aucun problème moteur, quoi, hein, ils n'ont pas de… et à l'accueil de jour, je ne crois pas qu'on ait décrit un peu ce que vous faisiez. C'est une activité, un déroulé un peu différent de ce que vous Là, faites en oui, politique. c'est donc en majorité, donc là, c'est de 9 heures à donc 17 heures. Et donc, les personnes arrivent bah, soit en TLV, soit par les parents.
et ils en repartent à 17h. Donc, on les accueille, on les emmène sur les maisons, puisque comme ça, il y a un échange entre les personnes, ce qui est très bien d'ailleurs. Et après, on reste sur la maison concernée où il y a plus d'accueil de jour et on fait des activités. D'accord. On participe aussi au repas du midi. Et Ça, c'est plutôt les mercredis, vous me disiez. Ça, oui, le mercredi. Mercredi. Ouais, le mercredi. Ouais. Et vous me disiez aussi ce que vous souhaiteriez. C'est ce que j'aimerais bien, oui, bien sûr, parce que de manière plus pérenne. Voilà, ça serait un bien pour moi d'être en accueil de jour. C'est un peu moins fatigant physiquement, c'est ça, ou c'est parce que les activités Oui, c'est surtout physiquement. C'est vrai que c'est pas la même chose. Il y a aussi, c'est surtout comme disait Emmanuel, les soins. Hein. Les soins, c'est quand même pas, c'est pas simple, quoi. Et vous avez du coup pas envisagé d'aborder votre RQTH du coup pour voir avec votre employeur s'il pourrait y avoir d'autres aménagements pour vous soulager dans ces fonctions? Disons que ouais, non, j'ai pas osé, quoi, puisque bon, je suis que sur des remplacements d'une journée, de 2 jours, 3 jours, comme j'ai pas de CDI à proprement Vous me parler. disiez avoir de toute façon finalement prévenu quand même la DRH Oui, ça, de votre participation à ce webinaire. Oui, si. C'est vraiment intéressant et qui peut, heureusement, j'espère, faire bouger les choses en votre faveur. Oui, il y a une question qui nous parvient, je ne sais pas lequel d'entre vous souhaiterait répondre. On me demande voilà, quels sont les différents secteurs d'intervention possibles des AES. Vous avez déjà, en effet, on le voit au travers de vos témoignages, au moins 2 différents. Est-ce que vous avez pu tester d'autres secteurs? Voilà, je crois aussi qu'on peut travailler avec des enfants, on peut travailler avec lequel d'entre vous souhaiterait répondre? Oui, moi je peux si vous voulez. Lors de ma formation, j'avais un stage à accomplir et en fait, je me suis fait donc j'ai travaillé en ex pendant maison d'enfants à caractère social, effectivement, avec des enfants souvent placés. C'est ça. Où là, c'est vraiment totalement différent, mais voilà, il y a toujours cette histoire de vie sur laquelle s'appuyer et c'était une belle expérience. Après, c'est pas ce que je recherchais, c'est que je voulais voir quelque chose. J'avais l'opportunité de voir quelque chose de complètement différent. Et la MEX, oui, est ouverte aux accompagnants éducatifs et sociaux. Tout à fait. Il y a une autre question, peut-être que je ne sais pas si vous souhaitez y répondre. Une personne qui souhaiterait avoir votre avis sur le fait que certains AES seraient employés en guise d'employés de ménage, entre guillemets, essentiellement. Est-ce que vous avez déjà, qu'est-ce que vous inspire cette réflexion? Personnellement, non. Non, personnellement, non. Après, ce que j'entends, c'est que vous avez vraiment des fonctions socio-éducatives très précises. En cuisine, par exemple, comme je suis donc dans un foyer de vie, quelquefois on cuisine avec eux. Mais justement, c'est, on va dire, leur montrer que ils peuvent aussi, par des choses simples, genre un gâteau yaourt, on va dire un gratin, faire des choses. Vous accompagnez tout ça, vous n'êtes pas seulement simple exécutant. Voilà, c'est ça, c'est aussi les faire participer et faire comme, entre guillemets, monsieur tout le monde, quoi. C'est, voilà, faire de la cuisine, du jardinage aussi, parce qu'il y a du jardinage aussi au foyer, donc c'est vraiment accompagner les personnes, si je voilà, comprends c'est ça, à du ménage. se réapproprier les gestes de la vie quotidienne. Voilà, c'est ça. Voilà, donc. Comme là, au foyer, les résidents, c'est normal, débarrassent leur table, lavent leur table. Vous voyez, c'est vraiment la vie du foyer, quoi. Donc, ce n'est pas un risque du métier, ou alors c'est certains établissements, peut-être certaines structures qui ne joueraient pas le jeu, mais moi, parce que je n'ai jamais entendu ça, enfin, j'ai jamais personnellement. Voilà, Emmanuel, vous confirmez que voilà, ce n'est pas du tout ce que vous faites. Totalement, oui. Mais, de toute façon, après, on passe une formation quand même, c'est un diplôme d'État voilà. Reconnu. C'est pas parce qu'on a un handicap. Si on réussit la formation, on est aussi légitime qu'une autre personne à AES. 2 mots sur cette formation, justement, sa durée, son contenu, je ne sais pas. Sandrine, pour commencer, peut-être, qu'est-ce qu'on y apprend finalement et combien de temps ça
ça dure pour devenir AES, hein? Est-ce qu'il faut un diplôme minimum, par exemple, déjà, pour entrer Disons que moi, j'ai passé un petit examen d'entrée pour pouvoir accéder, on va dire, à la Parce formation. que vous n'aviez pas le… Si, vous aviez le bac pourtant en Non, poste, je donc n'avais pas le vous bac. n'aviez pas le bac. Donc, effectivement, J'avais le niveau bac parce que j'ai fait un BEP mise en œuvre des matières voilà, plastiques. vous aviez le niveau bac. Et après, je suis partie sur un brevet de technicien, mais que je n'ai pas eu. D'accord. Donc, Donc, c'est pour ça qu'il y a, on il y va a un dire, petit examen un petit préalable. examen écrit et oral. Qu'est-ce Pour, qu'on vous demande? Parce que peut-être que vous ne serez sans doute pas la seule concernée par ce petit examen. voilà. C'est quoi? C'est du français? C'est de la Oui, c'est culture ça, c'est générale, de la des logique? questions de français, aussi des questions, on va dire, d'actualité, puisque D'accord. il y a aussi et puis après aussi votre savoir-être, comment vous. Oui, euh, toutes les êtes, compétences voilà, comportementales qui sont voilà, c'est ça. essentielles, évidemment, Ouais, dans ce métier. voilà. Et Emmanuel, après, donc, ça se passe comment après la formation en tant que telle? Sa durée, son contenu? Donc Qu'est-ce qu'on apprend finalement? moi, j'ai fait un contrat pro sur 1 an et demi. C'est ça. Voilà, donc j'étais sur l'établissement en tant qu'AES pour le coup, et sur le centre de formation. Donc là, on y apprend de tout, de la psychologie, apprendre à monter un projet d'animation. Oui. Voilà, enfin c'est les actes de la vie quotidienne. C'est vraiment très 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 varié, Très large, ouais. ouais, très large, et c'est vraiment ce qui donne envie de toujours aller plus loin. En fait, plus on découvre de choses, plus on a envie d'en découvrir. Donc, c'est une belle formation. Vous Là, je viens de confirmez, voir. Sandrine, je suppose. Comment? Vous Excusez. confirmez ce que dit Emmanuel sur Oui, oui, la oui. qualité de la formation et son intérêt, surtout sa diversité. Oui, oui. Là, j'étais à l'IRTS, moi personnellement, et franchement, on est vraiment bien aidé quand on doit. L'IRCS, hein, je précise, Institut régional du Oui, travail social, excusez-moi. pour ceux qui n'auraient pas tout en tête, tous ces Ouais. acronymes qui fourmillent dans le médico-social. Oui. On est vraiment bien aidé et franchement, parce on a, comment dire, 3 dossiers à faire et on est D'accord? vraiment bien soutenu. Franchement, 3 dossiers sur des sujets sur des différents. sujets, oui, des sujets différents. Oui. Est-ce que ça rejoint les 3 spécialités dont vous parliez tout à l'heure? Je rappelle que vous faites la spécialité accompagnement, je crois, à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire. La première est en domicile et la deuxième, je crois, structure, c'est ce que vous m'aviez dit. Oui, structure, et la troisième, c'est Euh, l'inclusion. voilà, donc vous, c'est Oui, voilà, l'inclusion. oui. Il y a une question qui, voilà, à quel moment on choisit? Est-ce que c'est au cours de la formation ou après, ou c'est en fonction après des Moi, affectations? personnellement, c'était tout de suite. Dès que je suis rentrée Dès l'entrée. dans la formation, c'est tout de suite. Ouais. Ouais. Vous aussi, Emmanuel, C'est donc au c'était départ. inclusion C'est au aussi de toute départ. façon. Ouais, ouais. C'est au En début. fonction aussi on va dire, du stage qui a été choisi aussi, en général. D'accord, Emmanuel, c'est pareil, vous avez choisi dès le départ et Au début, vous avez… j'ai choisi structure, et du coup, on se retrouve avec une Vous, promo c'était structure, d'accord. structure. D'accord. Et donc, de fait, le fait de s'orienter vers une de ces spécialités détermine vraiment toute la carrière ou finalement c'est assez souple. C'est vrai que quand vous êtes en structure, vous faites tous les deux un peu d'animation quelque part. Est-ce qu'on peut changer après? Comment Et ça se passe? Est-ce que c'est un carcan ou est-ce que c'est seulement une ouverture? moi, personnellement, comme je suis, on va dire, en spécialité 3, je peux aller en structure, dans les écoles, dans un pôle culture loisirs, mais par exemple, je ne peux pas aller sur le domicile. Tout à fait. On me précise, ça, la modératrice me précise, et c'est très intéressant que là, il y a des réformes tout le temps, et que depuis l'an passé, ceux qui entrent en formation n'ont plus, il n'y a plus ces Il y a trois plus ces trois. spécialités. Voilà, Oui, donc ça, c'est à ce moment-là, c'est 3 spécialités. aujourd'hui, on s'oriente vers une formation d'AES globale, et après, c'est en fonction, je suppose, des affectations, de ses choix personnels, et on se forme sur le terrain finalement. Ça, c'est intéressant de le préciser aussi, oui, pour nos spectateurs. Euh, Vous, qu'est-ce que vous préférez justement l'un et l'autre, peut-être Sandrine, qu'est-ce qui vous apporte le plus d'enrichissement dans ce que vous faites et éventuellement à l'inverse, qu'est-ce qui est un peu plus compliqué pour vous, notamment au regard peut-être de votre handicap
Alors, regarde, mon handicap, c'est tout ce qui est accompagnement, soit le matin ou le soir, quoi. Là, c'est plus, on va dire, c'est des gestes répétitifs, c'est toujours à peu près la même chose. Et bon, c'est un petit peu de fatigue aussi, point de vue physique. Par contre, Oui. ce que j'adore, bah, c'est évidemment les sortir, faire des loisirs créatifs avec eux. C'est ce que je vais faire par exemple cet après-midi avec eux, qui franchement, ça Mm. c'est très intéressant de les voir sourire, de les voir motivés. Et c'est vrai qu'avec malheureusement le Covid, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu sortir et il faut un peu pousser pour que ben, on y aille. Mais une fois que c'est acquis, ils sont là, ils sont heureux, ils sont contents, quoi. Et ça, c'est D'accord. un plaisir. C'est vrai que c'est le Covid, bon, on l'oublie des fois un petit peu, peut-être un peu trop. Ouais, Il a dû quand même bien bouleverser vos fonctions ces 2 dernières années, enfin en quelques mots, parce que c'est de l'actualité. On espère que, ouais, en effet, ouais. c'est derrière nous. Mais par exemple, Emmanuel, toutes vos vidéos, etc., ça a pu continuer quand tout le monde était à l'isolement, notamment dans les EHPAD, quand c'était très compliqué. Ouais, justement, je me suis appuyé sur cette chaîne ben, pour pouvoir Oui, rassurer les résidents. Donc, c'est-à-dire que ben, je faisais intervenir le directeur, je faisais intervenir les cadres de santé, infirmières. Voilà, c'était vraiment, je faisais des interviews et que je passais après sur les chaînes pour tenir au courant les résidents de l'évolution. oui, ça a vraiment créé du lien finalement. Ça Ouais, a recréé un peu ce lien qui était perdu de visu. des quiz, des quiz télévisés que j'avais mis en place, histoire ben, de les faire s'évader un petit peu. Complètement. Voilà. Des Et vous, reportages. Sandrine, de votre côté, Mais ça a été donc, compliqué aussi ou quand un peu j'étais au pôle ralenti? culture loisirs, justement, j'ai fait un contrat aussi professionnel, quoi. Et d'un seul coup, ben, ça s'est arrêté puisque ben, on était, Oui, on va dire, tous ensemble. C'était des personnes qui venaient, on va dire, soit chez nous ou qu'on allait chercher chez eux. Donc, ça s'est arrêté pendant un moment. Et après, on s'est retrouvés donc en structure pour organiser des loisirs créatifs. Et ça a continué. voilà, voilà. Et après, de ce fait, quand la formation s'est terminée, que le contrat pro s'est terminé également, je me suis dit, ben, je pense qu'il vaut mieux aller en structure que d'aller soit dans les écoles ou soit dans des pôles culture loisirs. Donc, c'est pour ça que ben, je me suis plus dirigée vers la structure. Justement, vous dites, je me dirige, je change de structure en fonction de la structure. Comment vous recherchez un employeur au final? Comment ça se passe? C'est une question qui nous est souvent posée, effectivement. Voilà, vous n'avez pas d'affectation précise. Est-ce que vous allez taper à toutes les portes? Est-ce que vous avez un organisme vers lequel vous pouvez vous tourner qui fait relais? Et moi, c'était le bouche à oreille, quoi. Bouche à oreille. Voilà, c'est des gens que je connais et en fonction, je leur ai demandé, ben, est-ce qu'il est possible de pouvoir rentrer. Évidemment, après, j'ai eu, comme tout le monde, on va dire, un petit examen d'entrée, quoi, hein, mais en À chaque fois général, ou à et chaque fois. c'est des Non, non, à structures, chaque fois. vous changez de structure à chaque fois ou Ben là, finalement vous avez des ça fait employeurs réguliers? deux structures où je suis allée. Je suis allée au Papillon Blanc à Marquilly. Oui, Et donc, ben, là, c'était aussi des remplacements. Et là, je me retrouve encore sur des remplacements sur ce clin, sur l'arbre de tout à Guy. fait. C'est une problématique que vous n'avez pas connue, Emmanuel, puisqu'effectivement, vous êtes depuis 19 ans, je crois, à la Madeleine, hein. Vous faites partie des vétérans. Et justement, ça c'est votre évolution. Plus vos collègues connaissaient, je crois, votre handicap. Vous avez jamais, vous disiez, avoir jamais eu de soucis, peut-être par la force des choses, à évoquer la question. Ça a été bien perçu. Au contraire, on vous a encouragé. Comment ça s'est passé? Ah, moi, j'ai eu la chance, j'ai quand même eu la chance d'être très bien entouré. On va rester sur le niveau professionnel. Très bien entouré, que ce soit par mes collègues, ma direction. Donc, avec un très bon retour en cuisine. Et après, quand j'ai voulu changer de voie, c'est pareil, une bonne écoute de mon directeur voilà, qui a cru en moi. Et donc, j'ai pas rencontré de problématique de ce côté-là. Et comme je disais, j'ai aucun tabou sur mon handicap. Mon handicap, c'est voilà, fait partie de moi et fait. Donc, Et vous me disiez, c'est très intéressant, à la rigueur, vous en faites directement une force, puisque
Les gestes, par exemple, que vous ne pouvez pas faire seul, vous incitez le résident à, par exemple, je sais pas, vous disiez enfiler des chaussettes, vous mettez à contribution le résident, ce que vous n'auriez sans doute pas fait si vous étiez complètement valide, et du coup, ça leur redonne de l'autonomie. C'est ça, et c'est ce que des collègues m'ont fait remarquer, qu'ils avaient tendance justement à faire à la place d'eux, Mais oui, mais ça, c'est juste humain, quoi. Et en fait, moi, par la force des choses, je suis obligé de me faire aider. Enfin, voilà, on travaille, on est à deux avec le résident. Et là, je trouve ça très bien pour le maintien de l'autonomie du résident parce que voilà, ils ont des capacités restantes et il faut s'appuyer dessus. Et eux, c'est valorisant pour eux. Et moi, du coup, ça ne me met pas en difficulté et tout se passe très bien. oui, Emmanuel, votre RQTH, vous me disiez, vous ne l'aviez pas forcément évoqué non plus, vous adaptez un petit peu avec votre employeur, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des aménagements un peu particuliers, des points réguliers, un suivi, je ne sais pas, médical, psychologique, ou je ne sais pas, d'ailleurs c'est valable pour Sandrine aussi cette question. Est-ce que vous avez un accompagnement, un coup de pouce possible ou finalement, est-ce que pour l'instant vous faites avec les moyens du bord et comme tous les autres? Et puis voilà, tout va bien. Non, moi, je suis très libre avec mon employeur. Pour le moment, il n'y a rien à réaménager. Donc ça va, mais voilà, enfin, en fait, on le voit depuis 2010, mon retour, tout s'est fait petit à petit et toujours avec cette relation que j'ai avec mon directeur. Donc non, enfin, moi, je rencontre aucun problème particulier de ce côté-là. Tout à fait. Sandrine, le fait d'être porteuse d'un handicap, est-ce que ça vous fait voir un peu votre métier de manière différente, notamment dans la relation avec les personnes accompagnées? Est-ce que vous avez l'impression, je ne sais pas, que ça vous fait les comprendre mieux ou... Oui, ça me fait les comprendre mieux parce qu'on va dire il y a une majorité qui ont aussi des problèmes comme moi de soit dire médical, enfin bref, et on Oui, est plus, on va dire, à leur écoute. Alors c'est pas ce qu'on va pas faire à la place d'eux, mais on va leur dire, bah, tiens, tu devrais faire comme ça, peut-être que assieds-toi pour mettre ton pantalon au lieu de rester debout, enfin des choses qui sont, on va dire, pour nous, on va dire logique, mais pour eux, quelquefois, c'est pas toujours. tout à fait. Le tout, est-ce que vous échangez parfois avec certains résidents, justement, sur le fait que vous aussi, même sans forcément parler de RQTH, justement, que vous avez Ouais. certains problèmes de dos, etc. Et est-ce que ça crée éventuellement aussi des interactions Ouais, ça crée un différentes? lien quand on leur dit, ben oui, ben, on est comme tout le monde, on a tous des petits problèmes, tu sais, moi aussi j'en ai, et puis ben, donc on va faire comme ça, on va faire comme si, pour essayer d'aménager, on va dire, le problème, mais d'une autre façon. Tout à fait. Emmanuel aussi, c'est une question que vous abordez éventuellement de temps en temps avec les résidents de l'EHPAD ou pas du tout? Mais après, je crois qu'on on se sert de nos capacités, de ce qu'on fait au quotidien et ça devient naturel. Donc avec le résident, après, oui, on va partager. Moi, j'ai des astuces. Eux, voilà. Donc on s'en sert, mais c'est un partage, mais c'est même pas réfléchi en fait. C'est, ça vient comme ça. On partage nos expériences, un En tout cas, partage. en aucun cas, c'est un tabou, manifestement, pour l'un comme pour l'autre. Voilà, et tant mieux, c'est plutôt. Et vous, de votre côté, donc, voilà, donc c'est vraiment l'un comme l'autre, vous en faites quand même un atout euh, de ce handicap, d'un point de vue relationnel notamment. Vous arrivez à surmonter, à jongler pour, voilà, notamment Emmanuel, pour en faire une force. C'est vrai qu'on pense pas, on a tendance peut-être à infantiliser, à surprotéger peut-être après les personnes en Mm. situation de personnes âgées, handicapées, et finalement, elles peuvent encore faire des choses et elles se rendent compte grâce à vous finalement. Oui, voilà, C'est parce que enfin, nous, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap que les autres vont faire à notre place et on supporte. Donc, euh, donc justement, je pense que avoir vécu ça ou vivre ça,
mais ça nous fait comprendre que la personne qu'on accompagne n'a pas envie d'être infantilisée et qu'on fasse à sa place. Donc, Tout à fait. c'est pas ça. Ouais, on s'appuie en fait, de ce qu'on est, de ce qu'on vit. Voilà, c'est tout. Ce qui est très intéressant, ce que vous me disiez, c'est que du fait que votre employeur connaissait vos problèmes de handicap, au début de votre formation, vous avez, voilà, vous l'évoquez tout à l'heure, vous aviez eu une série d'essais finalement de matériel avec l'accompagnement d'un ergothérapeute pour voir un petit peu, faire le tour de ce que vous pouviez faire, évaluer vos limites. Vous pouvez nous raconter un peu justement comment ça s'est passé et justement à quoi ça a servi? Oui, c'est ça. Mais en fait, quand j'ai pris la décision de rentrer en centre de formation, j'ai rencontré la directrice du centre de formation. On a longuement discuté et elle m'a dirigé en fait vers un ergothérapeute pour ça, pour que je me rende compte des limites que j'avais et des freins que je pourrais rencontrer lors de ma formation ou lors de ma vie professionnelle en tant qu'AES. Donc, on a essayé différents matériels, voir s'il y avait des aménagements possibles, voir si déjà, enfin, si je pouvais utiliser le Quel type de matériel, matériel, pour ceux qui ne connaissent pas bien, quel type de matériel ça peut être pour vous aider concrètement à manipuler, transférer des personnes? que ce soit un, un lève-personne, un Oui, verticalisateur, pour les personnes trop fatiguées, qui ne tiennent pas sur leurs jambes et qu'il faut aider pour les transferts, hein. et en fait, voilà, c'est essayer le matériel, voir si on peut avoir des astuces, parce que c'est un matériel qu'on ne connaît pas forcément. Oui. Et le but, c'est vraiment de ne pas se mettre en difficulté, de ne pas se mettre en danger et de ne pas mettre en difficulté la personne qu'on accompagne et ne pas la mettre en danger. Et Donc, vous avez eu droit à ce parcours qui est vraiment essentiel, parce que du fait que vous avez parlé de votre handicap, et voilà, c'est aussi des fois, peut-être qu'il ne faut pas hésiter à en parler, peut-être parce que ça ouvre des droits finalement, et l'ouverture de dispositifs auxquels on n'aura pas forcément pensé, qui visent à trouver des plans B pour que tout se passe au mieux, parce que finalement, on en trouve. oui, voilà, parce qu'il y a du matériel qui existe. Hein, Voilà. enfin, Après, vous me disiez, Sandrine, on était en attente d'un verticalisateur de manière imminente sur Oui, les foyers de vie. sur, Il est sur arrivé. ils ont essayé un verticalateur, mais qui ne va pas pour la personne parce qu'elle est trop Ah, grande. Donc, ça va bientôt arriver, quoi. Sous peu. tout à Ouais. fait. Donc, ce serait pour vous, comme pour vos collègues, Ça serait un l'idéal, soutien. oui. Ouais. Parce qu'effectivement, voilà, c'est les troubles musculo-squelettiques, hein, tout ce que Et donc, c'est la une personne. fatigabilité, c'est Ouais, vraiment un des gros soucis potentiels ouais. de votre métier, et a fortiori, évidemment, si vous avez peut-être des soucis vous-même physiques. Et pour Oui, tout le c'est monde, ça. pour ça Mm. aussi. Donc et justement, c'est ça qui vous pèse le plus, ou si jamais il y a des choses qui vous pèsent dans votre métier? Je sais que Sandrine, vous m'avez dit évidemment que vous souhaiteriez être titularisé, pouvoir Mm. arriver à trouver un poste plus pérenne, et notamment en accueil de jour, hein, Mm. C'est vrai que les euh, accueils de jour, on va dire où je suis, il n'y a que 2 personnes qui sont en accueil de jour. Donc, c'est vrai que c'est plus dur à trouver un accueil de jour que, par exemple, d'un travail sur un foyer de vie. C'est toujours. bien Ouais. sûr, les foyers sont plus demandeurs. Comme il nous reste seulement 5 petites minutes, Mm. ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous conseilleriez justement à une personne en situation de handicap qui souhaiterait se diriger vers un métier du médico-social, et notamment le vôtre? Par quoi commencer? Dans quel état d'esprit il faut être? Sandrine, peut-être? Moi, je pense qu'il faudrait faire une préformation comme moi je l'ai fait, comme ça nous dirige vraiment sur les métiers qui justement sont pour, on va dire, notre handicap personnel. Parce qu'il y a aussi, on peut parler d'un handicap invisible et visible. Oui, C'est donc soit on parle moniteur dispositif d'atelier pour les Oasis notamment. personnes, Oui. ou, voilà, ou AES, ou là, ça nous permet de choisir aussi, ou ES, parce qu'il y a aussi ça. C'est important de faire une préformation, je pense, pour les gens qui voudraient
on va dire, qui ont un handicap d'aller sur cette préformation. Donc, via Oasis Handicap, Ouais. ça peut être notamment, enfin, c'est vraiment la plateforme dans laquelle Parce que là, on fait des rassembler. stages, on a l'occasion de faire des stages, d'avoir, on va dire, vraiment… c'est une ouverture, c'est un accompagnement, vous n'êtes pas tout seul, vous naviguez pas à vue. C'est ça. Emmanuel, qu'est-ce que vous pourriez préconiser, conseiller? Moi, je dirais qu'il faut se dire qu'on a encore des capacités et que les personnes qu'on accompagne, même si elles sont en perte d'autonomie, elles ont encore des capacités aussi, donc il faut s'appuyer dessus et bien se connaître et se faire confiance, quoi. Enfin, voilà, c'est un très beau métier. Je pense qu'il faut se faire confiance et puis essayer. Tout à fait. On a juste une dernière petite question, justement. Une personne qui nous dit qu'elle doit passer son oral pour intégrer la formation donc, en octobre, et elle demande si est-ce qu'il est préférable de parler de sa RQTH, qui consisterait plutôt à des problèmes cognitifs, d'attention, de mémoire, ou est-ce qu'il vaut mieux passer sous silence en se disant tiens, on ne sait jamais. Il faut en parler, il faut en parler. Il faut en parler, c'est quand même après justement les diriger par on va dire le formateur. C'est vraiment important d'en parler. Ouais. Oui, voilà, parce que comme vous voyez avec Emmanuel, ça peut aussi ouvrir à des essais de matériel, des solutions alternatives qui finalement sont valables aussi même pour l'employeur, qui peuvent être intéressantes et qui de toute façon permettent à la personne de travailler normalement. Voilà, c'est ça. Très, très bien. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier les spectateurs qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Apparemment, ça a intéressé et ça peut continuer, ça va continuer puisque le webinaire sera disponible bien sûr en replay, en podcast sur le site OETH. Je vous remercie évidemment infiniment, Sandrine et Emmanuel, ainsi que les vélotypistes qui ont procédé à la transcription des sous-titres et les interprètes en langue des signes qui aident, qui visent à ce que ces transmissions soient le plus inclusives possible. Merci à tout le monde, merci à Clémence, la modératrice, pour son relais parfait des questions et ses informations. Et puis, surtout, à tous les deux, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et Sandrine, d'accéder au poste de vos rêves très prochainement. Je crois, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais je crois savoir que vous vous orientez peut-être vers un brevet professionnel. Oui, un BEP-GEPS, oui, j'aimerais bien. C'est pour ça que j'ai réuni tout ce que je suis en train de faire pour pouvoir passer peut-être une VAE. Voilà, et oui, comme quoi on n'arrête jamais d'évoluer. Voilà, il y a toujours des choses à faire et l'horizon n'est jamais figé. Donc, merci à tous. Juste, pour rappel, il y aura donc aussi une foire aux questions qui répondra à toutes les questions que vous avez, auxquelles on n'a pas forcément pu répondre aujourd'hui, et à celles, bien sûr, un récap de toutes celles auxquelles on a répondu. Merci aussi à OETH. Et merci à OETH, effectivement, sans qui rien n'aurait pu être possible. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. D'accord, au revoir.